l'homme politique congolais, franchement, c'est quelqu'un qui est d'une instabilité. C'est quelqu'un qui a la facilité de la flatterie. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout de vision. C'est quelqu'un qui n'a aucun souci du peuple congolais. Ils ont essayé de comprendre les hommes politiques de l'époque. Ils se sont rendus compte que Lumumba, c'était quelqu'un qui était très en avance par rapport à d'autres personnalités. Il avait une forte personnalité, une intelligence, il avait une certaine clairvoyance. C'est ainsi qu'ils ont estimé que pour nous mettre les bâtons dans le roue de la plus belle manière, selon eux, il fallait nécessairement tuer Lumumba. C'est ainsi qu'ils ont tué cette personnalité-là pour empêcher, bien entendu, ce décollage, pour empêcher que cette indépendance tant réclamée par la lutte puisse aboutir. Tout ce qui nous manque, nous, au Congo, la défaillance aujourd'hui s'explique par là, la faiblesse du leadership. C'est ce que nous allons apporter. De la grande différence sera là. Et vous verrez, et les juges, et les ceci, tout le monde va se ranger. Parce que là, il n'y aura pas de blagues. Tout le monde va se ranger. Aujourd'hui, on se permet un peu tout parce que, après tout, toi, tu viens me demander, relax, Kamer. Donc moi aussi, je peux faire une bêtise là-bas, tu ne diras rien. La Mouka s'est réunie et s'est prononcée en faveur ou contre le concert de Wenge. Je ne pense pas que nous ayons fait ça. Je ne pense pas. Mais néanmoins, nous sommes les Bantous. Nous, les Bantous, nous avons notre culture. Nous, les Bantous, nous avons nos mœurs. Nous avons nos valeurs. Et si j'ai bien suivi l'adresse à la nation du président élu hier, il insiste sur un fait que nous devons rester fondamentalement africains. Nous devons rester authentiques. C'est que ces valeurs-là, nous devons les promouvoir. Qui peut me convaincre qu'il a une vision du moment qu'il est instable, du moment qu'il est vagabond politique? Pourquoi les gens changent de Kazakh tout le temps? C'est parce qu'ils ne sont pas solides dans leurs idées. Ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas d'idées claires auxquelles ils peuvent s'accrocher, imposer pour le bien-être ou pour l'avancement de ce pays. Non, nous avons besoin au moins pour une fois dans ce pays qu'on apprenne à respecter la volonté du peuple, le choix du peuple. Chaque fois vous voyez les ministres, les députés, les PDG, quand ils passent à la télé, je soutiens la vision, j'accompagne la vision. Cette vision que, faut avouer, M. Tshilombo lui-même ne connaît pas, il ne connaissait pas la définir, il la maîtrise pas, et les gens qui la soutiennent, ils soutiennent quelque chose de chimérique parce que rien ne se fait sur le terrain. Avec l'agression de l'Est de notre pays, nous disons qui a planté les décors? Qui a fait que la situation soit telle qu'elle est, elle se présente aujourd'hui à l'Est de notre pays? Bien entendu, il faut le dire, en gros, ce n'est pas Fachi. C'est Kabila qui a planté les décors. C'est Kabila qui a fait infiltrer notre armée. C'est Kabila qui a occasionné l'infiltration de la police, des services de sécurité. Et il le faisait sciemment. Merci beaucoup à vous tous de suivre cette émission, une émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit le cardinal de la presse. Dans le souci de vous informer, je reçois pour vous un invité tellement spécial. Avec lui, nous allons décortiquer l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Je vous dis à vous tous bonjour et bonsoir à vous. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Merci de suivre cette émission Buzz avec DM, une émission qui passe toujours dans votre chaîne préférée. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande déjà de vous abonner vraiment massivement sur Congo S5 officiel plus télévision. Besoin d'être informé, la seule chaîne pour l'information vraie et fiable, c'est cette chaîne Congo S5 officiel TV.
Je le dis au tout début de cette émission, mon invité d'aujourd'hui, il est tellement spécial. Il est le cadre de la Mouka avec lui. Nous allons décortiquer l'analyse politique de la République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle M. Jean-Félix Nteka, cadre de la Mouka. Nous avons choisi cette personnalité de la Mouka pour décortiquer l'analyse de la République démocratique du Congo. Je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Déjà, la première question, s'il faut faire un bilan de la situation politique de la République démocratique du Congo. Ah, vous me demandez de faire un tour d'horizon de la situation sociopolitique qui prévaut au pays. Oui, d'abord, nous sommes plus préoccupés par l'insécurité qui règne en maître dans la partie est de notre pays. Il y a le Rwanda qui veut se déguiser parce que, ouvrons un peu une petite parenthèse. On nous parle souvent de M23. M23 vient de cendre de CNDP, CNDP vient de cendre du RCD. Vous remarquerez une chose, ça, faites-y attention, vous vous rendrez compte que la plupart de tous les militaires, les généraux, colonels et que sais-je encore, de M23, de ce mouvement-là, tous ont en commun le fait qu'ils ont été tous militaires de l'armée rwandaise. Tous ont en commun ce fait-là. Et cela ne devait pas laisser les gens indifférents. Parce que l'on voudrait maquiller, peindre, faire croire qu'M 23 serait nécessairement des Congolais d'origine Banyarwanda qui se mettraient à revendiquer pour leurs frères Banyarwanda qui seraient déguisés en Congolais. Non, c'est l'armée rwandaise qui agresse le Congo et qui veulent se faire passer pour un mouvement rebelle. Il n'en est pas question, il s'agit bel et bien d'une agression rwandaise. Ça, il faut le souligner de cette façon-là. Eh bien, il est quand même malheureux que le Rwanda nous tienne au cou à ce point pendant bientôt 25 ans. C'est depuis 97 pratiquement que le Rwanda fait régner la terreur, la violence, les viols, le meurtre indescriptible dans cette partie du pays, juste pour insécuriser, faire en sorte que qu'il n'y ait pas la paix et les gens à ce moment-là ne savent pas se livrer à leur travail, lequel travail, celui d'agriculteurs, d'éleveurs, les gens qui se mettraient au service du pays en faisant leur travail pour nous donner à manger. On les empêche de travailler parce qu'ils sont décapités, ils sont maltraités, chassés de leur propre village par le Rwandais, avec bien entendu un objectif très clair, celui d'amener les déplacés rwandais pour le placer, pour que un jour qu'on demande l'autodétermination et de manière propre l'on arrive à une balkanisation. Ça, c'est ce qui se passe de manière brève dans la partie est de notre pays. Donc c'est ce qui nous préoccupe au plus haut point. Bon, il y a d'autres événements qui venaient de se passer, notamment le 30 juin, c'est un grand jour en principe. Ça devait être un très grand jour pour nous, le Congolais, 62 ans d'indépendance après. Où sommes-nous si nous devons faire le bilan de cette marche? 62 ans. 62 ans d'indépendance après, c'est vraiment chaotique, c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment lamentable. Au point que l'on serait tenté de donner raison aux Belges qui avaient suggéré que nous ayons l'indépendance 30 ans après, en 1990. Parce qu'ils se mettraient à ce moment-là à préparer les gens. Il y aura plus de maturité politique. Bon, j'ai dit que l'on serait tenté d'y croire. Mais la réalité n'est pas celle-là. Le problème, c'est que la Belgique nous est très redevable parce que ils ont essayé de comprendre les hommes politiques de l'époque. Ils se sont rendus compte que Lumumba, c'était quelqu'un qui était très en avance par rapport à d'autres personnalités. Il avait une forte personnalité, une intelligence, il avait une certaine clairvoyance. C'est ainsi qu'ils ont estimé que pour nous mettre les bâtons dans le roue de la plus belle manière, selon eux,
il fallait nécessairement tuer Lumumba. C'est ainsi qu'ils ont tué cette personnalité-là pour empêcher, bien entendu, ce décollage, pour empêcher que cette indépendance tant réclamée par la lutte puisse aboutir. Voilà pourquoi, un, ils ont tué Lumumba, deux, ils ont instrumentalisé d'autres personnalités congolaises, notamment Moïse Tshombe au Katanga, qui lui était un grand commerçant, parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que les gens puissent se leurrer croyant que l'idée de la sécession est une idée katangaise, loin de là. C'est une idée qui a été implantée dans l'esprit des Katangais par le Belge. Ce sont les Belges qui ont créé cette sécession parce qu'ils voulaient amputer le Katanga du Grand Congo, sachant que comme le gros de l'économie, de la participation qui pouvait permettre l'émergence du Congo venait du Katanga, il fallait amputer les Katanga. Alors pour enfoncer le clou, il fallait semer un désordre généralisé. Ils iront encore recruter Mulopwe pour créer la sécession katangaise. Bien entendu, Mulopwe s'y est prêté. Pourquoi? Parce que quand Lumumba veut créer son premier gouvernement, Mulopwe est proposé ministre à l'agriculture. Il refuse, bien qu'il était moniteur agricole. Il refuse, il dit, lui, il ne peut pas être ministre, ministre de Ndunda, de ceci, de cela. Ne comprenant pas la quintessence, la portée de ce ministère. Il refuse. Puis il se retranche au Kasaï pour aller faire également la sécession. Voilà des choses qui ont marqué cette période. Donc, n'eût été l'assassinat de Lumumba, certainement, nous aurions pu décoller aujourd'hui, on serait en avance. Maintenant, le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de la classe politique congolaise actuelle. C'est une question que je voulais même poser. S'il faut définir l'homme politique congolais, la définition de l'homme politique congolais, votre définition. L'homme politique congolais, franchement, c'est quelqu'un qui est d'une instabilité, c'est quelqu'un qui a la facilité de la flatterie, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de vision, c'est quelqu'un qui n'a aucun souci du peuple congolais, c'est quelqu'un qui ne se veut pas un serviteur de la République, par contre quelqu'un qui prend la politique comme un tremplin pour être servi. Dans la plupart des cas, c'est ça le politicien congolais. Et c'est ça le malheur du Congo. Vous verrez que les gens peuvent dire, non, moi j'ai une vision. Qui peut me convaincre qu'il a une vision du moment qu'il est instable, du moment qu'il est vagabond politique? Pourquoi les gens changent de casaque tout le temps? C'est parce qu'ils ne sont pas solides dans leurs idées. Ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas d'idées claires auxquelles ils peuvent s'accrocher, imposer pour le bien-être ou pour l'avancement de ce pays. Non, c'est pourquoi ils sont là jouant au corbeau et renard. Ils cherchent toujours à se retrouver quelque part, à avoir le pouvoir, même le pouvoir pour le pouvoir. Le Congolais, ce qui lui importe, c'est d'avoir un poste. Même s'il n'a pas de pouvoir, mais pourvu qu'il ait un poste, on l'appelle excellence, il peut mettre la main dans la caisse de l'État. Voilà, en gros, l'homme politique congolais, ce qui fait que nous pataugeons, ce qui fait que nous continuons à faire du surplace. Il faut un sursaut aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des hommes qui ont un leadership averti, un leadership avisé, c'est-à-dire des gens qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent. Pas des gens qui tâtonnent, pas des gens qui arrivent à un poste qui ne savent par où commencer. Non, nous avons eu cette expérience avec, bien entendu, le maréchal Mobutu, quand lui-même explique, il dit, eh bien, quand j'accède au poste de président de la République, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Alors, j'ai passé mon temps au bureau à tournoyer sur la chaise. Au fil du temps, il a commencé à acquérir un peu de la maturité, de la sagesse, et il a commencé à travailler. Aujourd'hui, nous devions être préparés, et il y a un grand nombre de dossiers, sachant qu'une fois là-bas, voilà ce que moi, je peux faire. Malheureusement, le Congolais, ce qu'il importe, c'est le pouvoir. Parce qu'il est inadmissible, il est inconcevable de trouver quelqu'un qui était essentiellement, profondément mobutiste. De mobutiste, il passe à kabiliste.
des kabylistes et il passe à tshisekédistes. Et il n'a pas honte. Il ne se gêne pas. Et il continue. Aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre les gens qui, à tour de rôle, chaque fois vous voyez les ministres, les députés, les PDG, quand ils passent à la télé, je soutiens la vision. J'accompagne la vision. Cette vision que, faut avouer, M. Tshilombo lui-même ne connaît pas, il ne sait pas la définir, il la maîtrise pas. Et les gens qui la soutiennent, ils soutiennent quelque chose de chimérique parce que rien ne se fait sur le terrain. On n'avance pas. Il y a beaucoup d'avancées. Selon le rapport financier, il y a beaucoup d'avancées du côté financier. Mais je crois que sur ce plan-là, il faut qu'on y revienne. Il y a des recettes qui sont augmentées, il y a beaucoup de choses qui se font. Comment dire que Tshisekedi n'a pas de vision, ni Tshisekedi machin. Là, il faut en parler. Non, loin de là. Il ne faudrait pas que vous ayez l'habitude de taxer les gens de méchants, de haineux, parce qu'ils tiennent un langage ou des propos contraires à ceux qui sont au pouvoir. Non, non. Aujourd'hui, il est vrai, on a remarqué après un certain temps que les recettes ont augmenté. Les recettes qui ont augmenté, est-ce que c'est le fait du travail? Est-ce que c'est l'effort fourni par le gouvernement en place qui a fait que les recettes augmentent? C'est la question que l'on se poserait. Si on répond à cette question, oui, on dirait coup de chapeau. Si on dit non, c'est pas dû à ça. Il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux, notamment avec le code minier aujourd'hui. Monsieur Kabila, je parle de Kabila Joseph, qui a été recruté par le Belge, connaissant ce qu'il était, ce qu'il pouvait faire pour le Belge contre le Congo, on l'a recruté. Monsieur Kabila étant là-bas, vous vous rappellerez à l'époque, monsieur Louis Michel avait dit, ce que Kabila nous a donné dépasse de loin ce que Mobutu nous a donné en 32 ans. Vous vous souviendrez, ce n'est un secret pour personne. Alors, à un moment donné, quand les Occidentaux et Kabila ont commencé à se brouiller, quand Kabila s'est tourné vers la Chine pour faire les affaires, et il a privé la manne aux Occidentaux, et quand il s'est brouillé, quand les Occidentaux se sont dit, alors dans ces conditions, il ne faudrait pas que Kabila revienne. Et Kabila, se voyant partant, lui aussi fait un coup aux Occidentaux, lequel coup, il change le code minier. Le code minier que Kabila a changé, il était entendu que 3 ans après sa mise en application, maintenant, tous les entrepreneurs, toutes les entreprises minières devaient commencer à payer des redevances au Congo de l'ordre de 3%, si j'ai bonne mémoire, et ils vont commencer à rapatrier les devises dans les banques congolaises, ce qui fait que on a maintenant beaucoup de devises. C'est ce qui explique cette augmentation des recettes. C'est-à-dire, ce sont d'abord les gens eux-mêmes, les entrepreneurs, qui eux-mêmes déclarent que nous avons produit autant. Nous estimons que dans la caisse de l'État, nous pouvons reverser autant. C'est pas l'effort du pouvoir en place. C'est pas le gouvernement qui a travaillé, qui a fait que les choses soient telles quelles. Non. C'est le code minier qui conditionne les miniers à payer ces redevances. C'est pourquoi vous remarquez cette augmentation. C'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas l'œuvre de M. Tshilombo pour qu'il puisse s'en féliciter. Mais seulement il y a un concours de circonstances qui fait que pendant son temps, qui est une telle manne, mais maintenant, comment la manne est orientée? Ça, c'est la question. Une question. Comment vous pouvez dire que l'os de recettes n'est pas attribué au gouvernement, mais lorsqu'il y a de mauvaises choses, vous le mettez sur le dos de Tshisekedi. Et lorsqu'il y a de bonnes choses, vous vous dites que c'est Kabila. C'est des choses contraires. Loin de là, il n'y a rien de contraire. Tout est lié à l'action posée par le pouvoir. Admettons aujourd'hui, bon ok, d'ailleurs, nous allons trouver un bon exemple. Avec l'agression de l'Est de notre pays, nous disons qui a planté les décors, qui a fait que la situation soit telle qu'elle est, elle se présente aujourd'hui à l'Est de notre pays. Bien entendu, il faut le dire, en gros, ce n'est pas Fachi.
C'est Kabila qui a planté les décors. C'est Kabila qui a fait infiltrer notre armée. C'est Kabila qui a occasionné l'infiltration de la police, des services de sécurité. Et il le faisait sciemment. Je me rappelle, en son temps, j'ai fait une émission au cours de laquelle j'ai dit, il est inadmissible. Comment vous prenez quelqu'un comme Koundabatouare, Koundabatouare, qui lui était, c'est pas un adjudant dans l'armée rwandaise, vous en faites un général congolais. Comment expliquer? Mende fera une émission où il répliquera au nom de la paix. C'est pourquoi cet acte a été posé. Donc quand on pose des actes, il faut peser le pour et le contre. Il faut peser le pour et le contre. Quand on faisait ça, est-ce qu'on ne connaissait pas l'idée qui habitait les Koundabatouare? On savait très bien qu'est-ce que Koundabatouare poursuivait. Parce qu'aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer aux jeunes que les M23, ce sont des Congolais qui prennent des armes pendant plus de 25 ans pour réclamer quoi? Pour réclamer quoi dans leur pays? Vous prenez des armes plus de 25 ans pour réclamer quoi? Ça ne s'explique pas. Ce sont des Rwandais qui sont en train de travailler pour l'accomplissement de leur rêve, lequel rêve balkaniser le Congo, prendre une partie riche de l'Est du pays et commencer à vendre. Aujourd'hui, le Rwanda passe pour le premier pays producteur du monde de l'or, du coltan. Pourtant, il n'y a pas un seul grain d'or ni de coltan au Rwanda. Donc, tout ce qu'il y a comme trouble là-bas, c'est instrumentalisé par le Rwanda pour voler, piller et aller vendre au compte du Rwanda. Donc, alors, je me demandais comment M. Kabila pouvait en son temps accepter de prendre ces Rwandais en faire des généraux congolais. C'est eux aujourd'hui qui sont des traîtres, c'est eux aujourd'hui qui sont ces insectes qui détruisent l'haricot armée congolaise de l'intérieur. C'est eux. Quand aujourd'hui on dit il y a trahison toujours au champ, il y a trahison au champ, qui trahissent? C'est eux. Mais maintenant, ce que l'on peut reprocher peut-être à Fachi, tu viens, tu trouves la situation, ce n'est pas que tu trouves la situation. Parce qu'il faut dire d'abord une chose. Quand quelqu'un dit que moi je veux devenir un candidat président, je veux devenir président de la RDC, ça veut dire ce monsieur s'est assis, il a étudié, il a compris, il a examiné la situation, il a compris quels sont les problèmes qui se posent réellement au Congo. Et après avoir réfléchi, il dit quelles sont les pistes de solutions que je puisse apporter pour soulager tant soit peu la situation. C'est ainsi qu'on s'engage dans cette voie-là. On ne vient pas parachuter comme ça, président, on ne connaît rien, on commence à tout apprendre. Non. Eh bien, monsieur Tshilombo, connaissant tout ça, quand il arrive aux affaires, monsieur Tshilombo commence par commettre des erreurs du genre, il dédouane le Rwanda. Il décrète de sa propre volonté que les Banyarwanda, communément appelés Banyamulenge, sont des Congolais. Lui-même, il commet ces erreurs-là. C'est là qu'il y a une partie, une partie des responsabilités qui lui incombe. Mais sinon, celui qui a planté les décors, qui a fait tout ça, celui qui a joué les jeux avec le Rwandais, c'est Kabila qui est le premier responsable. Si Lamuka était au pouvoir, permettez, si Lamuka était au pouvoir, la philosophie, la politique de Lamuka par rapport à la guerre, à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo sera quoi? Oui, il est vrai, si Lamuka était au pouvoir, on dit la première des choses, la première préoccupation, il faut arrêter l'insécurité à l'est. Comment? Il faut mettre la paix à l'est. Comment? Nous devons doter notre armée de suffisamment de moyens. Nous devons doter notre armée de suffisamment de moyens. Nous devons engager beaucoup plus de jeunes dans l'armée. Nous devons prendre la grande partie des éléments de notre armée, l'affecter à l'Est. En attendant que nous puissions enlever toutes les brebis galeuses, tous ces infiltrés-là, nous devons opérer un changement. Tous les commandants qui ont fait plus de 2-3 ans à l'Est du pays, ils vont quitter là-bas, vont aller à l'Ouest, au Sud, ailleurs. On ne met là-bas que le Congolais d'origine,
que le Congolais d'origine, qui n'ont rien à voir avec les Banyamulenge, avec les Tutsi, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda. On met ces Congolais d'origine. Et avec beaucoup de moyens, je crois que l'affaire sera réglée en très peu de temps. Et à ce moment-là, il n'y aura même pas de complicité. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré que l'argument qu'avançait en son temps M. Paul Kagame, selon lequel c'est la présence des FDLR dans l'Est que lui poursuivait, de quel droit lui peut se permettre de venir poursuivre ces rebelles chez nous? De quel droit? Qui peut lui permettre ça? Mais aujourd'hui, ce pouvoir permet une pareille bêtise. Vous le savez très bien. Les Ougandais sont ici, mais avec permission de ce pouvoir. Les policiers rwandais voulaient venir, n'eût été les mouvements citoyens et la jeunesse de l'Est. Les policiers rwandais seraient ici. Est-ce que vous comprenez un peu cette politique-là? Ça ne s'explique pas. Donc, avec beaucoup de militaires congolais, bien armés, bien entraînés à l'Est du pays, et tout en enlevant tous ces commandants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez même le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations. Il est d'origine rwandaise. Et vous voulez, quand on combat contre le Rwanda, que ça marche. Vous voulez vraiment que ça marche. Est-ce qu'à ce moment, nous devons privilégier la guerre ou privilégier les dialogues? Tout à fait. C'est une très bonne question. Moi, je pense tout le peuple du monde devait tendre vers la paix, vers la diplomatie. Parce que la diplomatie serait privilégiée. Mais pas devant quelqu'un de rusé. Pas quelqu'un devant des rusés qui change de facettes chaque jour. Qui change de raisons pour venir chez nous, pour entretenir l'insécurité chez nous chaque jour. À ce moment-là, il faut utiliser la politique où vous avez et les bâtons et la carotte. Je crois que ce serait la meilleure politique face à ce qui se passe à l'est de notre pays. Merci beaucoup. Déjà là, les deux corps vraiment plantés. Nous allons toujours continuer avec ces sujets à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a un concert de Wenge qui s'est passé hier, le 30 juin. La majorité de la Mouka sont contre ces concerts. Les artistes ont leur travail à faire. Pourquoi la Mouka est contre ces concerts de Wenge le 30 juin? Bon, je ne sais pas si la Mouka s'est réunie et s'est prononcée en faveur ou contre le concert de Wenge. Je ne pense pas que nous ayons fait ça. Je ne pense pas. Mais néanmoins, nous sommes les Bantous. Nous, les Bantous, nous avons notre culture. Nous, les Bantous, nous avons nos mœurs. Nous avons nos valeurs. Et si j'ai bien suivi l'adresse à la nation du président élu hier, il insiste sur un fait que nous devons rester fondamentalement africains. Nous devons rester authentiques. C'est que ces valeurs-là, nous devons les promouvoir. De ce point de vue-là, en tant que Bantou, je vois mal comment vous avez guerre dans votre pays. Votre pays est endeuillé, le sang continue à couler. Mais vous, vous estimez que vous avez quand même droit à vous taper une certaine fête. Si j'ai bonne mémoire, je me rappelle un jour, c'est l'artiste et musicien JB qui dit à la télé, eh bien, si la case de votre voisin brûle, vous ne pouvez pas organiser une fête chez vous. Mais ici, il ne s'agit même pas de la case de notre voisin. C'est notre propre case qui brûle. Alors comment on peut organiser une fête? Peut-être dans ce sens-là. Mais dire que la Mouka, vous êtes contre, la Mouka ne s'est pas réunie pour ça. Il y a 40% de la recette de ce concert qui est affectée aux forces armées congolaises. N'est-ce pas une bonne idée? Vous venez de le dire que notre armée doit être bien équipée, de jeunes militaires équipés égale l'argent. Le fonds à 40% sera versé à l'armée congolaise. C'est une bonne idée. L'idée en soi, elle est géniale. De vouloir venir en aide à notre armée qui est sur le terrain. L'idée en soi est géniale. Mais est-ce que c'est la seule manière d'avoir l'argent pour soutenir l'armée?
je ne pense pas que ce soit l'unique voie. En organisant une grande fête, en organisant une grande distraction ici, en démobilisant le peuple par rapport à ce qui se passe à l'Est. Moi, je crois, nous voulons entrer dans un pays, nous voulons que la démocratie s'installe vraiment dans notre pays, à l'instar des autres pays. Vous savez que dans d'autres pays, des pays de grande démocratie, l'opinion nationale compte beaucoup. L'opinion nationale influence beaucoup. Mais quand à travers le monde, tout le monde se rend compte que vous, en dépit de ce qui se passe là-bas, vous êtes dans la fête, vous pensez qu'ils seront sensibilisés dans leur conscience? Vous voulez que c'est eux qui vous prennent en pitié? Du moment qu'à longueur de journée, on dit que d'autres puissances seraient en connivence avec le Rwanda pour faire ce qu'ils font. Oh, les anglo-saxons seraient à l'origine, c'est eux qui instrumentalisent le Rwandais pour faire ce qu'ils font. Mais si vous ne réveillez pas l'opinion, si l'opinion ne s'exprime pas, de manière ferme, ne prennent pas position pour dire il faut qu'on arrête ça, vous pensez qu'ils seront aussi sensibilisés pour arrêter cette guerre? Prenons le cas de l'Ukraine. L'Ukraine est en guerre, mais l'équipe nationale ukrainienne a joué l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Oui, il est vrai. J'ai entendu encore quelqu'un donner cet argument. Mais, écoutez, on ne compare pas tout. Les contextes d'abord, sont différents. Le peuple, les gens qui interviennent dans cette affaire sont différents. Pour ce qui concerne l'Ukraine, l'origine du conflit, c'est quoi? C'est ce qui fait que vous trouvez pratiquement là-bas deux camps. D'une part, la Russie qui attaque avec cet esprit de l'Union soviétique, et d'autre part, vous avez l'OTAN qui s'érige en barrière, qui veut soutenir à tout prix l'Ukraine. Avez-vous entendu un seul instant que l'OTAN a osé et a décidé qu'il faut envoyer au Congo 250, 500 millions de dollars pour le soutenir dans la guerre qui prévaut là-bas? L'Ukraine est en guerre, l'équipe nationale a joué. Comment on peut faire ce genre de comparaison? Nous sommes abandonnés, nous sommes délaissés. Nous avons tout intérêt à être beaucoup plus unis pour affronter. Et l'équipe nationale, le match qu'ils ont livré, c'est dans l'organisation internationale. Le concert de Wenge, c'est dans l'organisation internationale que ce concert se produit. Alors comment on veut comparer des choses? Pour comparer, il faut que ça soit le même contexte, le même système. On ne compare pas deux choses qui ne sont pas dans le même système. Les systèmes diffèrent de loin. Et par conséquent, la comparaison n'est pas méritoire. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes informé, l'ambassadeur rwandais n'est plus en République démocratique du Congo. Quelle lecture diplomatique? Ça, il faut reconnaître que la communauté nationale, à travers les différentes structures, groupes politiques, mouvements citoyens, différentes associations de droits de l'homme, nous avons pesé sur l'échiquier. Nous avons pesé de tout notre poids parce que nous estimions qu'il était anormal que le Rwanda nous agresse, que cet ambassadeur continue à rester ici, cet ambassadeur qui, du reste, par le passé, nous a nargué de plusieurs et une manières. Il avait même craché sur nos morts à l'Est. Quand on disait on a tué autant, on a tué, il a craché sur ça. Donc c'était vraiment une personne non grata. Donc que cette affaire arrive tardivement, on regrette pourquoi avoir mis tant de temps pour renvoyer ce renégat. Il fallait le renvoyer depuis longtemps. Il n'avait pas de place ici. Vous vous souviendrez, ce monsieur avait été nommé ambassadeur en Afrique du Sud. On l'avait chassé, on avait refusé de l'accréditer là-bas, compte tenu des rapports sur cette personne. Mais de quel droit, nous, avec facilité, on pouvait accepter
un tel individu. Vous jugez les pouvoirs en place naïfs? En tout cas, je crois que vous m'avez prêté un très bon mot. Nous avons affaire aux gens qui dirigent à tâtons. Ils tâtonnent. Ils dirigent par essai-erreur. Ils avancent d'un pas, ils reculent de 2 pas et demi. Nous avons affaire aux naïfs qui ne maîtrisent rien, prêts à tout croire. Vous allez dire que le président Mobutu a dit, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il ne savait pas quoi faire. Il a appris en étant président de la République. C'est de même avec Félix Tshisekedi. On n'apprend pas à être président de la République. On exécute lorsqu'on devient président de la République. De même avec vous. Aujourd'hui, Martin Fayot, s'il devient président de la République, il allait apprendre au pouvoir. C'est vrai. Vous avez bien parlé et vous avez bien posé la question. J'ai bien dit au cours de cette émission, quand on veut devenir président, on ne s'improvise pas. Quand on veut devenir président, on se prépare en conséquence. Il est vrai qu'il y a une différence entre la préparation et la réalité. Il y a un coefficient là, ça c'est vrai. Mais quand l'on est préparé, l'on commet moins d'erreurs. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne ce pouvoir, vous vous souviendrez, M. Tshilombo, après avoir prêté serment, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Kabila qui devrait être son meilleur conseiller, parce que c'est lui seul qui a l'expérience de ce que c'est la présidence, pour avoir exercé pendant 18 ans. Lui et Kabila, c'était à un moment donné comme des jumeaux. Comme des jumeaux. Pourquoi n'a-t-il pas appris des choses pour faire en sorte que certaines erreurs qu'ils commettent, qu'ils ne le commettent pas? Non. Il s'est improvisé. Il ne s'est pas préparé. Il ne savait pas à quoi il s'engageait. Il est venu tout découvrir. Et malheureusement, il a préféré fermer les oreilles. Ne faire que ce que son moi lui dictait. Qui malheureusement, n'ayant rien côtoyé qui pouvait lui permettre de bien faire les choses, voilà pourquoi aujourd'hui nous piétinons. Merci beaucoup. Nous allons continuer toujours dans cette émission. Nous allons parler de la libération de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe acquitté par la justice congolaise. Votre analyse? Oui, Vital acquitté. D'abord, ce n'est pas, l'on dirait de manière générale, ce n'est pas le fait d'avoir acquitté Kamerhe qui serait anormal. Ce n'est pas non plus le fait de l'avoir condamné qui serait une injustice. Mais le problème, avons-nous réellement la justice dans ce pays? Parce que la justice doit être les piliers, si l'on veut une véritable démocratie, si l'on veut un état de droit, les piliers de cela, c'est la justice. Est-ce que nous avons la justice dans ce pays? Est-ce que nous avons les hommes qui ont les tripes, qui ont la personnalité, qui ont les caractères pour dire le droit dans ce pays? Pour dire la justice dans ce pays? C'est pas facile. Est-ce que nous en avons? Moi, je pense que c'est pas facile. C'est par là qu'il faut commencer. C'est la première fois Ndirkab, le directeur de cabinet du président de la République, être condamné. On a vu deux ministres aller à Makala. Il y a des avancées. Ah, papa. Je peux aussi raisonner autrement. Kamerhe pouvait être condamné parce qu'il était infusible. Kamerhe pouvait être condamné, ou Kamerhe a été condamné parce que c'était la mafia sicilienne. Vous connaissez l'histoire de la mafia sicilienne. Masta, Bakangio, yo kotanga motute. Yo protégé biso nyonso kota kuna me biso totika libanda toko bunda toko sala tout pour te libérer au kuna. Mais c'est ce qui a été fait. Et comment ça va étonner quelqu'un? Tout remonte. Parce que vous m'avez arrêté dans ma réflexion. Tout remonte de l'interview de M. Tshilombo avec Christian Lusakweno et la dame là de RTNC à Goma. Tout remonte de là. Quand M. Tshilombo déjà
la justice est dite en son nom. Quand on est chef de l'État, c'est en ton nom qu'on prononce les jugements, qu'on prend ses arrêts en ton nom. En son nom, on avait déjà condamné Kamel. Mais lui, personnellement, il dit non. C'est un homme sérieux. C'est un homme bien. Avec beaucoup de valeurs. Qui doit contribuer à ce pays. Il a un rôle à jouer. Et tout est parti de sa déclaration-là. La justice a été instrumentalisée. Aujourd'hui, en âme et conscience, les juges de la Cour de cassation n'ont pas une conscience tranquille. Aujourd'hui, quand ils passent devant les gens qui ont les jugements, qui ont la tête sur les épaules, ce sont des petits messieurs dans leurs petits souliers. Aucune valeur pour ce qui a été fait. Aujourd'hui, les juges de la Cour d'appel de second degré, ce sont effectivement des petits messieurs. Ils ne peuvent se targuer de rien. Kamere a prétendu qu'il n'y avait pas de preuves. Soyons sérieux. Moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait le droit. Et moi, je n'ai pas toujours une connaissance livresque. J'aime en toute indépendance réfléchir moi-même. Moi, je me pose la question. Est-ce que le droit, quand il a été initié, quand on a commencé le droit, on l'a commencé, quand on a commencé le droit, c'est sur base de la réflexion. C'est sur base de la logique. Vous verrez que c'est les syllogismes qui est plus utilisé en droit pour démontrer de la fausseté ou de la véracité d'une chose. Mais aujourd'hui, avec nos juges, pincent sans rire, facilement vous disent non, preuve pour eux, il n'y a que des preuves matérielles. Donc il n'y a pas une démonstration dialectique, il n'y a pas une démonstration cartésienne, il n'y a pas une démonstration rationnelle qui vous amène tous à comprendre que, au fait, ceci s'est passé de cette manière. Il n'y en a pas. Pourtant, c'est avec ça que le droit a été construit. On est en train de détruire les choses et la jeunesse gobe comme ça, accepte comme ça. Donc la démonstration a bien été établie. Vous imaginez, parce que pour ceux qu'Ancien Kamere, on voulait le condamner pour 57 ou 66 millions de dollars seulement. Mais c'est 660 millions de dollars qui avaient été débloqués. Aujourd'hui... Par base de quoi vous dites ces chiffres-là? Sur base de quoi? C'est vérifiable. Je ne dis pas des choses en l'air. De la Banque centrale est sorti 480 millions de dollars pour le projet 100 jours. Et les 180 autres qu'on a récupérés, qui étaient déjà dans les pipelines, effectivement pour ce genre de travaux. 660 millions de dollars qu'on a dû dilapider. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui démontrer à quoi on a affecté. Admettons qu'on ait fait seulement le saut de mouton. Un saut de mouton aurait coûté combien? 3,5, 3,7 millions de dollars. Fois 6. Vous êtes à combien? Pas plus de 22 millions de dollars. La loi de passation de marché chez nous dit que quand on s'accorde avec une entreprise pour qu'on lui donne le marché, cette entreprise elle-même doit être à mesure de débourser 30% pour commencer les travaux avant que le gouvernement ne sorte l'argent. Ça c'est un. Et le gouvernement ne sort pas le tout à la fois. Ça c'est deux. Mais pour ce qui concerne Jamal, cette société qui n'a été créée que dans 3 jours, qui n'avait rien comme capital, a reçu tous les 57 millions de dollars. Et vous dites que non, il n'y a pas de preuves. Cet agissement-là est normal. Cet agissement-là ne mérite pas la prison. Non, il ne faudrait pas que M. Kamel se joue de gens. Et pire encore, il va et dit, oh non, si la justice humaine est faillible, c'est vrai, elle est faillible. Mais il faut faire recours à la justice de Dieu. Maintenant, le Dieu de Kamel qui est intervenu dans cette affaire, c'est Chilombo. C'est Chilombo son Dieu. Parce que ce n'est pas le Dieu du ciel qui lui sait, qui lui parle à la conscience de Kamel que tu as volé. Et lui vient faire appel à Dieu. Quel Dieu? Vous nous dites aujourd'hui Vital devait rester en prison, selon votre vision. Selon l'analyse,
celui qui ordonnançait que l'argent sorte, c'est lui. C'était lui. Bien que ce n'est pas lui qui devait faire ça. C'est déjà une entorse. C'est déjà une entorse. Le plan, le programme 100 jours, ce n'est pas un programme qui a été étudié, examiné, mis en place par le régime Tshilombo. C'est par le régime PPRD. C'est le PPRD qui devait faire ça. Mais le ministre d'antan, vous prenez Bitakwira, vous prenez le ministre du budget Kangouja, ils avaient refusé d'octroyer ces marchés pour la construction de ces maisons préfabriquées. Ils disaient le Congo a tout ce qu'il faut pour construire des maisons durables. Comment nous allons dépenser autant d'argent pour aller donner? Maintenant, quand eux ils sont venus, il a récupéré, il a trouvé que c'était le moment où jamais, comme on est encore dans les désordres, de se taper l'argent. C'est pourquoi il a précipité les choses. Il ne faudrait pas comprendre les gens pour des imbéciles. S'il faut comparer la justice sous le régime de Kabila et la justice sous le régime de Tshisekedi. S'il faut comparer la justice aujourd'hui et hier, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas d'avancée. Il n'y a rien qui a changé. On vous donne l'impression. Regarde, aujourd'hui, à un moment donné, on a failli convaincre tout le monde que l'IGF fait un très bon travail. Pourtant, l'IGF n'est qu'une police politique de M. Tshilombo. C'est tout ce qu'il fait comme travail. C'est vrai, on vient, on enquête, tout ça, on trouve des défaillances. Hein, on trouve que non, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. En principe, on devait vous amener à la justice pour que vous alliez éclairer la situation. Malheureusement, ça devient une occasion pour vous menacer afin que vous entriez dans l'union sacrée ou pas. Mais normalement, c'est ça le rôle que joue l'IGF. L'IGF était déjà sous le régime de Kabila. Avec Tshisekedi, l'IGF commence maintenant à jouir de son autorité et fait son travail. C'est déjà des avancées. Par contre, il n'y a rien qui a changé, je me répète. C'est vrai. Le fait déjà l'IGF contrôle déjà, c'est déjà un pas vers l'avant. Depuis que l'IGF a commencé à contrôler, à maintes reprises, l'IGF a fustigé beaucoup de situations. Et ces gens-là ont été interpellés à la justice. Non. L'objectif de l'IGF ici, c'est vrai, l'IGF ne peut pas juger, n'a pas ce pouvoir-là. L'IGF n'est pas la justice. Mais l'objectif assigné à l'IGF, c'est que tout Congolais doit mettre dans sa tête pour comprendre ce qui se passe exactement. L'objectif assigné à l'IGF, c'est de faire effectivement ce contrôle, d'exhimer, de montrer certaines mafias, pour que ça devienne une occasion pour vous menacer afin que vous rejoigniez l'union sacrée. Sinon, on vous menace, on vous brandit la prison. Voilà ce qui se passe, c'est tout. Et c'est ce que vous applaudissez. Ça rapporte quoi au pays? Rien. Nous comprenons là où ça fuite. Nous comprenons que là, on a volé, là, on a fait ceci. Déjà, c'est beaucoup de choses par rapport à sous le régime de Kabila, il n'y avait pas ça. Oui, l'aspect positif que l'on peut tirer là-bas, c'est peut-être d'avoir, on dirait, documenté ça. D'avoir documenté que dans telle entreprise, il y a eu telle fuite, il y a eu cela. Oui. Aujourd'hui, l'IGF vient de nous démontrer combien à la Gécamine, on a volé, on a pillé à l'époque de Kabila. C'est vrai. S'il y avait la justice, qu'elle se charge du dossier? Ça, c'est un. S'il y avait la justice, qu'elle se charge du dossier. Ça, c'est un. Deux, parce que l'IGF peut fouiner partout. Qui nous disent comment a été géré l'argent projet 100 jours. L'IGF n'a jamais dit un mot. Qui nous disent comment l'argent projet Tshilejelo a été géré. Qui nous disent aujourd'hui il y a eu augmentation de recettes. Nous avions les budgets que nous avons. Les surplis, on l'a orienté comment? Quand bien même pour l'orienter, la décision viendrait de l'Assemblée nationale. Mais que l'IGF nous dise, on a orienté comment? 3. On a décrété l'état de siège ici. On a montré combien on avait, pour cet état de siège, on avait défalqué 78 millions de dollars. Mais il a été démontré que 62% étaient restés ici à Kinshasa. On a bouffé ça ici dans les bureaux. 12% on a payé les arriérés des militaires. C'est 20% seulement
qui sont allés en Ituri et Nord Kivu. Que les chefs nous disent qui ont été à la base de tout ça. Là, l'IGF ne peut pas. Donc, comprenez que l'IGF a une autre mission. Sa mission, ce n'est pas permettre au pays de rentrer dans ce droit, à la République de rentrer dans ce droit. Sa mission, c'est seulement, c'est une police politique qui est là pour brandir la menace afin de recruter. C'est une police qui permet le recrutement pour l'Union sacrée. Point full stop. On est à une année des élections, en 2023. La vision de Lamuka par rapport à la justice congolaise, vous allez apporter quoi à la justice congolaise? Une chose reste vraie. Nous, on ne fera pas de la démagogie. On ne viendra pas dire aux gens qu'on fera descendre les anges pour diriger la justice. Au besoin, on travaillera avec le même. Mais la différence viendra d'où? La différence viendra du fait du leadership avisé. C'est tout ce qui nous manque, nous, au Congo. La défaillance aujourd'hui, elle s'explique par là. La faiblesse du leadership. Et c'est ce que nous allons apporter. De la grande différence sera là. Et vous verrez, et les juges, et les ceci, tout le monde va se ranger. Parce que là, il n'y aura pas de blagues. Tout le monde va se ranger. Aujourd'hui, on se permet un peu tout parce que, après tout, toi, tu viens me demander, relax, caméra. Donc moi aussi, je peux faire une bêtise là-bas, tu ne diras rien. Parce que toi, tu m'as demandé un tel service. C'est là tous les problèmes. Voilà la différence notable que nous nous apporterions. À une année des élections, l'état de Lamuka. Quel est l'état de Lamuka aujourd'hui? À une année des élections, et Lamuka a dû faire son bonhomme de chemin pendant 3 ans et demi après le hold-up électoral. Nous tenons. Nous tenons parce que nous disons ceci. Lamuka, c'est d'abord l'esprit. Ça, c'est un. Lamuka, c'est le fait du vouloir du peuple que la classe politique leur donne un candidat commun et que eux, le peuple, s'engage à voter pour lui. La classe politique a donné, puis elle s'est dédiée, mais le peuple a respecté sa part. C'est ce qui explique la cohésion aujourd'hui, c'est ce qui explique aujourd'hui le mariage entre celui que le peuple avait élu et le peuple. C'est ce qui fait la force de Lamuka aujourd'hui. Mais nous sentons un peu Lamuka affaibli par rapport à la notoriété du côté de l'opposition. Il y a cette côté Lamuka affaibli. Lorsque vous nous dites marche, il n'y a pas vraiment assez de gens, il le dit à quoi? Ah non. Ah non, à moins que vous veniez d'une autre planète. Quand Lamuka organise une activité, il y a du répondant. Mais nous avons des preuves. Le même aura, il n'y a plus le même aura que Debi. Il y a une certaine affaiblissement. Non, non. Il est vrai, ce que vous dites là vient plus des autres personnes. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui dit, eh bien, ils ont pris notre place dans l'opposition. Aujourd'hui, où est l'opposition? En d'autres termes, moi, je me demande, l'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est casser les véhicules. L'opposition, c'est aller piller les magasins. L'opposition, c'est brûler, piller les biens des gens. C'est ce qui se résume en opposition. D'après, entre guillemets, d'après celui qui a dit que, eh bien, eux, ils ont su faire l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est absente. Ou bien l'opposition, c'est cette capacité de mobiliser le peuple. C'est ce courage, cette témérité d'affronter le pouvoir, leur dire, là, vous avez mal fait, là, vous êtes en erreur, là, vous trahissez la nation, ou l'opposition, c'est quoi? Mais ce rôle, nous le jouons aussi bien, de loin mieux que, parce que nous pensons que nous ne sommes pas dans l'opposition,
Nous sommes dans la résistance. Pourquoi? Parce que on n'expliquera jamais assez. Tout part de 2011. Au moment où nous, le peuple, nous avions élu volontiers Etienne Tshisekedi à Mulumba et que M. Kabila s'était arrogé le pouvoir de s'autoproclamer président au détriment d'Etienne, nous avions dit en son temps, nous ne reconnaîtrons pas Kabila, nous ne reconnaîtrons pas ce pouvoir. Voilà pourquoi nous avions décidé en son temps de ne pas donner un porte-parole de l'opposition à Kabila de peur de le reconnaître. C'est cette même philosophie que nous avons ramenée en 2018. C'est cette même pensée. En 2012, nous avons exprimé, vécu ça ensemble avec nos amis, avec notre frère Chilombo. Malheureusement, lui a la facilité de se dédire. Lui, il a la facilité de se contredire. Il a la facilité de nier sa signature, de nier ses propres paroles, de faire des revirements. Ça, c'est propre à lui. Mais nous sommes restés le même. En quoi l'opposition s'est effritée? Vous n'êtes plus le même. Nous avons vu Martin Fayulu s'afficher avec Matata Mponyo. Ah, c'est ce qui dit qu'on n'est pas le même. Non. Vous n'êtes plus le même. On vous explique. Voilà. Quand nous étions à l'UDPS à l'époque, l'on pensait que être opposant, être dans l'opposition, c'est se faire ennemi des gens qui travaillaient avec Mobutu. C'est se faire ennemi. C'est les injurier. C'est parler du mal d'eux même faussement. C'est inventer des choses sur leur dos. Et c'est ce qu'on résumait comme opposition en ce temps. Non. Nous disons ceci. Et pour la petite histoire. L'ancien premier ministre Matata Mponyo était membre du PPRD. Il a quitté le PPRD. Il a créé son propre parti. À l'issue de leur congrès, on l'a décrété candidat président aux élections présidentielles de 2023. À ce titre-là, il est venu voir Martin Fayulu, lui dire, voilà, j'ai mon parti, j'ai créé mon parti, ça c'est un. Deux, j'ai aligné mon parti dans l'opposition. Trois, comme je te trouve toi être les piliers, entre guillemets, d'après sa pensée, de l'opposition, c'est ainsi que je suis venu te voir. J'ai résumé tout ce qui s'est passé. De là, vous allez dire que non, vous êtes avec Matata. Et même alors, si réellement il entre dans l'opposition, c'est nous, la Mouka, qui donnons des certificats de l'opposition aux gens. Nous allons prendre le big rouge et dire, toi, Matata, non. Entre nous, on nous jugerait comment? On nous trouverait comment? Très prétentieux. Donc, Matata fait son choix. Nous respectons son choix. Voilà ce qui s'est passé. En 2023, il y a élection. Comment préparez-vous les élections pour que l'échec de l'élection précédente n'arrive plus? Voilà, ça c'est une question fondamentale. Il y a des problèmes très sérieux qui se posent. Il y a des problèmes très sérieux et même nous, la Mouka, qui nous inquiète un peu. Nous, voilà pourquoi nous continuons jusqu'à preuve du contraire. Et mal interprété par les gens, ou non, sciemment mal interprété par les gens, ils veulent peindre ce que nous disons. Nous disons, il nous faut un consensus autour nous devons faire un consensus autour des réformes institutionnelles. Nous devons réformer la Cour constitutionnelle, réformer l'audiovisuel, réformer les médias, réformer les lois qui sont tant de la CENI, la loi électorale, la loi sur l'identification et l'enrôlement. Nous voulons qu'on puisse réformer. Mais comme nous n'avons pas la prétention d'être les seuls qui connaissent, voilà pourquoi nous voulons nous mettre ensemble avec nos frères pour échanger autour, prendre des choses de commun accord, de sorte que et nos frères et nous soyons tous apaisés, que nous allons à de bonnes élections. Malheureusement, nos frères ne veulent pas. Je vous donne un exemple qui est grave. Ils disent, comment les gens de la Mouka disent, il y a des institutions de la République.
qui sont censés voter des lois, notamment le Parlement. Mais ils disent non, il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on trouve un accord pour faire des lois et puis les faire avaliser par l'Assemblée. La Mouka a péché, la Mouka n'a pas la notion du sens de la République. C'est ce qu'ils disent. Mais regarde ce qui vient de se passer. On donne des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux disent non, nous voulons des lois pas transparentes. Pas de lois propres, des lois qui éclairent, des lois qui transcendent. Nous voulons des lois taillées sur mesure. Nous voulons des lois obscures. À l'exemple, pour ce qui concerne, nous avons dit il nous faut, quand on doit publier les résultats, il nous faut les résultats soient publiés bureau par bureau, circonscription par circonscription, ainsi de suite. Mais on commence bureau par bureau, ça c'est un. On les affiche, ça c'est 2. On les numérise, ça c'est 3. On le place dans le site de la CENI. Chacun, partout où il est, peut le consulter. Et cela fera que, quand quelqu'un sera élu, ça sera facilement vérifiable. Il n'y aura pas de discussion, ça va trancher tout. Les amis de l'Assemblée nationale disent, non, nous pas cette loi-là. Nous ne voulons pas cette loi. Comme pour dire, avec cette loi, on va tricher comment? Avec cette loi, on va nommer les gens comment? Avec cette loi, nous allons tirer les choses de notre côté comment? Ils refusent. Vous comprenez pourquoi nous cherchons le consensus? Voilà tous les problèmes, voilà le combat que nous avons. Si ces réformes ne se font pas, la Mouka sera... Si ces réformes ne se font pas, il est vrai, nous n'allons pas boycotter les élections, mais il est d'autant vrai que nous n'allons pas donner un chèque en blanc à celui qui veut tricher pour être là. C'est-à-dire, nous allons former, créer, le travail s'est fait déjà, le peuple pour qu'il soit mobilisé de sorte que le jour quelqu'un s'autoproclame, le jour où on donne les faux résultats, ce jour-là, ça ne sera pas comme en 2018. Ça sera comment? Ça ne sera pas comme en 2018. Ça sera comment? Ça, il faut vous y attendre. Si ça va déboucher sous la guerre civile, si certaines personnes vont traverser le fleuve, ça se passera comme ça, parce que nous avons besoin au moins pour une fois dans ce pays qu'on apprenne à respecter la volonté du peuple, le choix du peuple. Merci beaucoup, nous sommes vraiment là, arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis à vous tous, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je remercie mon équipe technique, Reddy Boteke, l'homme géant, l'excellence, et qui produit l'excellence, c'est le king de la réalisation. Je le dis merci, je dis aussi merci à mon invité d'avoir répondu présent à cette émission. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité. Si vous devez résumer, dire quelque chose à la population, si nous devons résumer, mes chers compatriotes, nous sommes très en retard par rapport aux autres nations. Nous, le Congolais, nous avons la vocation d'être les moteurs du développement au centre de l'Afrique, en Afrique, pourquoi pas au monde. Ressaisissons-nous, réveillons-nous, sortons de notre torpeur. Oublions, abandonnons la loi du moindre effort. Abandonnons l'argent facile. Abandonnons les habitudes de vouloir, tu sèmes aujourd'hui, tu moissonnes aujourd'hui, tu manges aujourd'hui. Nous devons être courageux, nous devons apprendre à travailler, nous devons aimer notre pays plus que tout. On aime d'abord Dieu, on aime notre pays et le reste après. On ne peut pas trahir notre pays. Si nous nous mettons dans cet esprit, et si aujourd'hui tous les jeunes, tous les politiciens s'engagent dans la voie de respecter les règles des jeux, de respecter le principe, de respecter la constitution, je crois qu'il y aura moins de bruit, il y aura moins de dissensions et les investisseurs pourront venir et pourront aider par conséquent le pays à se développer et à aller de l'avant, à donner la chance à notre jeunesse. Merci beaucoup. Là, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. C'était Dan Mosengo à la présentation. Toute l'équipe technique, merci beaucoup à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin. À une prochaine émission, je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Congo Esengo officiel plus télévision. Merci beaucoup à vous tous. Bye.